Le marteau a glissé. Marie a juré entre ses dents, un son à peine audible, juste un souffle d'agacement. Je l'ai observé depuis mon coin habituel, là où je me postais chaque après-midi, sur une vieille chaise en bois qui sentait l'huile de moteur et la résine. C'était il y a une semaine, peut-être 10 jours. Je ne sais plus trop. Les jours se sont mélangés, mais c'était le début de tout. Elle était sous une Ford rouillée, ses cheveux châtains attachés en un chignon un peu lâche, le visage maculé de cambouis, la scène la plus banale du monde, et pourtant, pour moi, c'était le centre de l'univers. Si on m'avait dit ça 3 semaines avant, non, attendez, c'était plus que ça. 3 mois avant même, si on m'avait dit ça 6 jours avant, plutôt. Ouais, 6 jours. Le jour où ma Cadillac, cette foutue escalade noire que j'avais empruntée, m'avait lâché au milieu de nulle part, quelque part en Auvergne. Je venais de Lyon, une rencontre secrète, le genre que personne n'est censé connaître, pas même mes proches. Marc, mon bras droit, pensait que j'étais en vacances, je crois. C'était absurde. Moi, Julien Dubois, le maître de Paris, incapable de faire redémarrer un moteur, en costume sur une route de terre sous un soleil de juillet écrasant. Mon portable n'avait pas de signal. Autour de moi, des prairies à perte de vue, et au loin, le massif central avec ses sommets un peu blanchis. Rien. Juste le silence et le vent. C'est là que Pierre est apparu. Ce gamin, 7 ans à tout casser, tout seul. Un T-shirt de voiture de course, un jean délavé. Dans sa main, un 4x4 jouet, étrangement similaire à mon escalade fumante. Il m'a regardé, sans une once de peur dans ses grands yeux bruns. Personne ne me regardait sans peur, normalement. Lui, il m'a juste étudié avec une curiosité innocente, puis a penché la tête vers la fumée et a dit « Ma maman peut la réparer. Elle répare toutes les voitures. » Simple, direct. C'était la chose la plus normale du monde pour lui. Et quelque chose au fond de ma poitrine, un endroit que je croyais mort depuis des lustres, a frémi. Il ne savait pas qui j'étais. Il ne savait pas ce que mes mains avaient fait. Il ne voyait qu'un homme en panne. Et moi, je me suis revu, le Julien de 14 ans, avant que tout s'écroule. Mes parents, Raymond et Catherine Dubois, des gens ordinaires, tranquilles, en banlieue parisienne. Mon père comptable, ma mère prof de littérature. On vivait dans une petite maison avec des roses et une balançoire que mon père avait construite pour moi. J'étais un bon élève, je jouais au basket, je rêvais d'être avocat. Le soir, on était tous les trois autour de la table et je me sentais l'enfant le plus chanceux du monde. Puis, tout a basculé. J'avais 14 ans. Mon père a découvert que son entreprise servait de façade pour le blanchiment d'argent d'une organisation criminelle. Il était intègre, il a voulu aller voir la police. Grosse erreur. C'était un soir d'hiver glacial. J'étais dans ma chambre, je faisais mes devoirs quand la porte d'entrée a explosé. Ma mère qui hurle, mon père qui m'appelle. Des bruits de pas lourds dans l'escalier. Ma mère a débarqué, le visage livide, les mains tremblantes, et m'a poussé dans l'armoire. Cache-toi, quoi qu'il arrive, ne sors pas. Je t'aime. Et elle a fermé la porte. À travers la fente, j'ai tout vu. Des hommes masqués. Ils ont battu mon père, ont exigé de savoir ce qu'il savait, ce qu'il avait dit à la police. Il n'a rien lâché. Pas un mot. Un coup de feu. Mon père est tombé. Ma mère a crié, s'est jetée sur lui. Un deuxième coup de feu. Elle s'est effondrée à ses côtés. Le sang. Tellement de sang. Il s'est répandu sur le sol, a coulé sous la porte de l'armoire, a touché mes pieds. Je n'ai pas osé respirer. Pas osé pleurer. Pas osé bouger. J'y suis resté toute la nuit. Ils ont saccagé la maison, ri, parlé comme si c'était un boulot normal. J'ai entendu leur voiture partir. Le silence est tombé, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté là, dans le noir, avec l'odeur du sang de mes parents, jusqu'à l'aube. Ce Julien de 14 ans est mort cette nuit-là. Celui qui est sorti de l'armoire le matin suivant était quelqu'un d'autre.
C'est Constantin Moreau qui m'a trouvé 3 jours plus tard. Un parrain de la mafia, rival de ceux qui avaient tué mes parents. Il n'est pas venu par compassion. Il a vu la haine dans les yeux du gamin recroquevillé au commissariat, celui qui refusait de parler. Une haine qu'il savait pouvoir forger en arme létale. Il m'a dit qu'il savait qui avait fait ça et qu'il pouvait m'apprendre à me venger. J'ai hoché la tête. Peur? La peur n'existait plus. 10 ans d'entraînement. Arts martiaux, armes à feu, stratégie, psychologie, manipulation. Constantin m'a appris que l'émotion était une faiblesse, que l'amour était une porte ouverte aux trahisons. À 24 ans, il est mort d'une crise cardiaque, me laissant son empire. À 27, j'ai trouvé l'homme qui avait ordonné le meurtre de mes parents. Je l'ai regardé supplier. J'ai tiré, sans scier. Mais quand il est tombé, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni satisfaction, ni paix. Juste un vide immense. Ma vie entière avait été consacrée à la vengeance. Maintenant, la dette était payée. Je ne savais plus pourquoi vivre. C'est là que Sophie Martin est arrivée. Une femme magnifique, mais pas du genre intouchable qui gravitait autour de moi pour l'argent ou le pouvoir. Cheveux bruns brillants, yeux bleus clairs, un sourire doux qui me donnait l'impression d'être enfin vue après tant d'années. Elle gérait un restaurant que je fréquentais. Elle ne savait pas qui j'étais, ou du moins, elle faisait semblant. Elle ne s'inclinait pas, ne craignait pas mon regard, ne me flattait pas. Elle me traitait comme un homme ordinaire. Ça m'a attiré, d'une force étrange. J'ai commencé à venir plus souvent, pas pour la nourriture, mais pour la voir, entendre sa voix, qu'elle me sourit. On a commencé à sortir ensemble. Sophie écoutait sans juger, sans peur, même quand elle a su que je n'étais pas un homme bien. Elle disait que le passé ne définissait pas qui on était. Pour la première fois depuis la mort de mes parents, j'ai laissé quelqu'un entrer dans mon cœur. Je lui ai raconté cette nuit funeste, le gamin de 14 ans caché dans l'armoire, une douleur que je n'avais jamais partagée. Elle a pleuré en écoutant mon histoire, m'a tenu, promettant de ne jamais me quitter. J'y ai cru. Je l'ai aimée de tout ce qui restait dans mon cœur endurci. J'ai même pensé à tout quitter, à me retirer de mon monde, à vivre une vie ordinaire avec elle. 2 ans. 2 ans où j'ai cru avoir trouvé un refuge. Puis, la vérité a éclaté. Je suis rentré plus tôt que prévu. Elle était au téléphone, dans la chambre. Elle ne m'avait pas vu. Elle donnait des détails sur mon emploi du temps, mes réunions secrètes, mes faiblesses. Au bout du fil, François Moretti, mon plus grand ennemi. Sophie n'était pas apparue par hasard. Elle avait été placée là, entraînée, chargée de me soutirer des informations. Chaque mot d'amour, chaque baiser, chaque nuit passée à mes côtés, chaque larme qu'elle avait versée en écoutant mon histoire. Tout n'était qu'une mise en scène. Mon cœur s'est brisé pour la 2e fois. La première fois, c'était à la mort de mes parents. Cette fois, ça faisait plus mal. J'avais ouvert la porte à l'ennemi. Je lui avais tendu le couteau, je lui avais dit « Vas-y, frappe en plein cœur ». J'ai traité Sophie comme je traitais tous les traîtres. Inutile d'entrer dans les détails. On sait juste qu'après cette nuit-là, Sophie a disparu, et avec elle, la dernière partie de moi capable d'aimer. Ça a été la dernière fois que j'ai pleuré. Après ça, j'ai juré de ne plus jamais laisser personne s'approcher. Mon cœur a gelé, plus froid que l'hiver parisien. 10 ans après avoir hérité de l'empire de Constantin, j'étais l'un des hommes les plus puissants et craints de Paris. J'avais tout. Un hôtel particulier immense, j'en utilisais qu'une chambre. Des voitures de luxe, des montres, des costumes, des chaussures de créateurs, des femmes magnifiques m'entouraient à chaque soirée. Mais je ne faisais confiance à personne. Je dormais avec un pistolet sous l'oreiller, des caméras partout, des gardes du corps 24h/24. Je ne mangeais pas un plat préparé par d'autres. Je ne buvais pas un verre versé par quelqu'un d'autre. Et je ne m'asseyais jamais dos à la porte. J'avais tout et je n'avais rien. C'est pour ça que ce jour-là, sur cette route de terre auvergnate,
J'étais seul. Marc lui-même ignorait ma destination. Pour la première fois depuis des années, j'étais seul avec mes secrets. J'avais choisi de conduire seul, de prendre une route détournée, sans garde du corps, pour que personne ne sache où j'étais. Parce que Julien Dubois ne faisait confiance à personne au point de se montrer sans protection. Et là, je me retrouvais devant un gamin de 7 ans, aux yeux clairs et confiants. Un gamin qui disait que sa mère pouvait tout réparer. Et moi, je me demandais si quelque chose au monde pouvait réparer un cœur aussi brisé que le mien. Pierre n'a pas attendu ma réponse. Il m'a pris la main, comme si on se connaissait depuis des années, et m'a tiré le long de la route de terre. Cette petite main dans la mienne, c'était chaud, doux et incroyablement confiant. Ça faisait combien de temps que quelqu'un ne m'avait pas touché sans arrière-pensée? Combien de temps que je n'avais pas ressenti une confiance aussi pure? Je ne m'en souvenais même plus. Pierre a papoté tout le chemin. Sa maman, le garage, son grand-père décédé, les noms des voitures qu'il connaissait par cœur. Sa maman était la meilleure du monde. Elle réparait tout. Son garage, c'était le Garage Porter. Julien, tu sais, ce gamin était un petit moulin à paroles. Et moi, j'écoutais. Non pas que les détails m'importent vraiment, mais la voix claire et joyeuse du petit m'apaisait d'une manière inattendue. On a marché 15 minutes. Le garage est apparu. Un vieux bâtiment mais propre, les murs blanches jaunis par le temps, une pancarte peinte à la main, Garage Porter, fondé en 1987. La peinture était passée mais lisible. Quelques vieilles voitures attendaient d'être réparées. À côté, une petite maison en bois, un seul étage, avec un porche, une balançoire et un petit potager. De la musique country flottait d'une radio à l'intérieur du garage, se mêlant à l'odeur d'huile de moteur et d'herbes séchées. Un monde simple où je n'avais clairement pas ma place. Pierre m'a tiré à l'intérieur, hurlant. « Maman, 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 il y a un monsieur dont la voiture est en panne. » Le bruit d'un moteur et des outils a cessé. Une femme a glissé dessous une vieille Ford sur un pont d'élévateur. Marie, le temps a ralenti. Elle ne ressemblait à aucune femme que j'avais rencontrée. Des cheveux châtains remontés en chignon, quelques mèches rebelles, des taches de graisse sur le visage qui n'entamaient en rien sa beauté naturelle. Ses yeux verts me regardaient avec prudence, sans peur, sans admiration. Elle portait un vieux T-shirt blanc et une salopette de mécanicienne, une clé à molette à la main. Environ 1,65 m, mince mais pas fragile. Il y avait quelque chose dans sa façon de se tenir, de me regarder, qui disait « Je gère seul ». Elle m'a toisé, s'arrêtant sur mon costume de marque, mes chaussures italiennes, puis revenant à mon visage. Elle n'avait pas l'air impressionnée, plutôt agacée, comme si ma richesse était plus un problème qu'un avantage. Pierre s'est accroché à sa jambe, excité, racontant la grosse voiture noire qui avait fumé. Tellement de fumée, maman. Marie a adouci sa voix en parlant à son fils, lui lissant les cheveux, lui demandant s'il avait beaucoup marché, s'il était fatigué. Mais quand elle s'est tournée vers moi, son ton est redevenu froid et pratique. « Où est votre voiture? » Pas de politesse, pas de sourire, droit au but. J'étais habitué à ce qu'on s'incline, qu'on me craigne, qu'on cherche à me plaire. Elle me regardait comme un client ordinaire avec un véhicule en panne. Ni plus, ni moins. Et étrangement, ça me donnait envie d'en savoir plus sur elle. Marie a pris le vieux pick-up du garage et m'a ramené à mon escalade. Pierre était assis entre nous, me parlant encore de voiture, disant qu'il voulait être mécanicien comme sa maman. Marie est restée silencieuse, concentrée sur la route, me jetant parfois un coup d'œil dans le rétroviseur, comme si elle m'évaluait. Arrivée sur place, elle est descendue, a ouvert le capot, a vérifié l'intérieur avec des gestes précis, professionnels. Je l'ai regardée travailler, surpris par sa confiance et sa compétence. Dans mon monde, les femmes jouaient d'autres rôles. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Après quelques minutes, elle s'est redressée. Diagnostic. Pompe à eau cassée,
Problème de refroidissement. Elle pouvait réparer, mais les pièces pour ce type de véhicule n'étaient pas disponibles ici. Il faudrait les commander à la ville. Ça prendrait 3 à 4 jours. J'ai pesé mes options. Appeler Mark, me faire envoyer une autre voiture, mais ça révélerait ma position, ce que je voulais éviter. Et puis, il y avait quelque chose ici dans cet endroit, chez cette femme, qui me donnait envie de ne pas partir tout de suite. Marie est restée silencieuse un instant, comme si elle réfléchissait. « J'ai une chambre d'amis derrière le garage », a-t-elle dit froidement. « C'est simple mais propre. Vous pouvez rester là en attendant les pièces. » Elle a précisé que ce n'était pas un hôtel de luxe, juste une petite pièce simple, mais propre à prendre ou à laisser. Pierre a levé ses yeux brillants vers moi. « Tu resteras avec moi et maman, hein? » J'ai regardé le gamin, puis Marie, les bras croisés à côté de ma voiture en panne, attendant ma réponse sans sembler s'en soucier. J'ai hoché la tête. Quand Marie m'a vu acquiescer, j'ai l'impression qu'elle s'est dit « dans quoi je me suis embarqué ». Je ne suis pas le genre de type qu'on invite chez soi, surtout pas moi. Je l'ai surprise à me regarder de temps en temps, un peu perdu. Mais bon, je suis resté. Le premier soir, dans cette petite chambre derrière le garage, je n'ai pas dormi. Pas à cause du lit étroit ou de l'espace confiné. C'était probablement la chambre la plus paisible où j'ai mis les pieds dans 23 ans. Simple, presque vide. Un lit, une commode, une petite table de nuit, une fenêtre donnant sur des champs à perte de vue. Pas de caméra, pas de système d'alarme, pas de garde du corps à ma porte. Rien pour me protéger à part 4 minces murs en bois. J'aurais dû être inquiet, sur le qui-vive. Au lieu de ça, j'ai ressenti un étrange soulagement. Personne ne savait où j'étais. Personne n'attendait de moi que je prenne des décisions de vie ou de mort. Personne ne me regardait avec peur ou cupidité. J'étais juste un homme avec une voiture en panne, hébergé par une femme que je ne connaissais pas. Ça m'a donné un sentiment de liberté que je croyais avoir oublié. Les grillons chantaient dehors. Le vent bruissait dans l'herbe. Le ciel était constellé d'étoiles, comme je n'en avais jamais vu à Paris. J'ai fixé le vieux plafond en bois, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis endormi sans pistolet sous mon oreiller. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. J'ai ouvert les yeux, il m'a fallu quelques secondes pour me souvenir où j'étais. La lumière du matin filtrait, dessinant des rayures dorées sur le plancher en bois. On a frappé à nouveau, suivi par la voix claire et joyeuse de Pierre. « Oncle Julien, maman dit de venir manger. » Je me suis levé, ayant enfilé ma chemise blanche froissée, et j'ai ouvert. Pierre était là, souriant, tenant le petit 4x4 noir qu'il ne lâchait jamais. Il m'a attrapé la main et m'a tiré sans attendre de refus. La petite cuisine de la maison en bois était chaleureuse, emplie d'odeurs de nourriture. Marie était au fourneau, dos à la porte. Elle avait troqué sa tenue de travail contre un simple t-shirt gris et un jean, ses cheveux toujours remontés, dévoilant la ligne pâle de sa nuque. Sur la petite table, des œufs au plat, du pain grillé, quelques tranches de bacon et un pichet de jus d'orange, le petit déjeuner le plus simple que j'ai vu depuis des années et aussi le plus convivial. Marie s'est tournée au bruit de nos pas et m'a fait un signe de tête poli, sans chaleur. « Asseyez-vous, mangez. » Elle n'a pas demandé comment j'avais dormi, n'a pas cherché à faire la conversation. Elle m'a traité comme un pensionnaire payant, même si je n'avais pas déboursé un centime. Pierre, c'était de l'opposé. Il s'est assis à côté de moi et a enchaîné les questions sans s'arrêter. « Tu viens de Paris, c'est Grande Paris. T'as vu des grands immeubles? Combien de voitures tu as? Ta voiture est immense, j'adore. » J'ai répondu maladroitement, pas habitué à parler aux enfants. Je ne savais pas quel ton adopter, quoi dire. Mais Pierre s'en fichait. Il continuait de parler, de rire, de demander, comme si j'étais l'ami le plus intéressant qu'il ait jamais rencontré. Marie était assise en face de nous, observant silencieusement.
Ses yeux verts ne cessaient de m'étudier, comme si elle essayait de me lire. Mais il y a eu un moment, très bref, quand Pierre a posé une question un peu bête et que je n'ai pas su quoi répondre, et Marie a souri. Un petit sourire, presque invisible, mais je l'ai vu. Et j'ai réalisé qu'elle était belle. Pas la beauté glamour des femmes des soirées parisiennes, avec leur maquillage parfait et leur sourire travaillé. Belle comme une fleur sauvage au bord de la route, forte, têtue, vivante, sans que personne n'ait eu besoin de l'arroser. Après le petit déjeuner, Marie est allée travailler au garage. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Ne rien faire, je n'y étais pas habitué. À Paris, chaque minute de ma journée était planifiée. Chaque minute avait une tâche, une décision à prendre. Ici, je n'avais que du temps. Je suis allé dans le garage, me suis assis sur une vieille chaise dans un coin et j'ai regardé Marie travailler. Elle réparait une vieille Toyota pour une dame âgée du village, Sol Olange, la voisine dont Pierre parlait tout le temps. Marie était sous la voiture. Les outils claquaient. De temps en temps, elle glissait pour attraper quelque chose avant de disparaître à nouveau. Quand Solange est venue chercher sa voiture, j'ai vu quelque chose qui m'a surpris. La vieille dame a sorti son portefeuille, prête à payer, mais Marie a secoué la tête. Elle lui a dit de ranger son argent. La dernière fois, elle avait apporté quelques pots de confiture qui étaient si bons, donc c'était quitte. Solange l'a remercié 1000 fois et promis d'apporter de la confiture de pêche la prochaine fois, et est partie. J'ai regardé sans comprendre. Dans mon monde, on ne donnait rien. Tout avait un prix. Chaque gentillesse avait un but. Mais cette femme venait de réparer une voiture gratuitement pour quelques pots de confiture. Est-ce que les gens vivaient vraiment comme ça? Attendez, ici je dois faire une pause. Tout ça, cette situation, moi, le parrain parisien, coincé dans un bled auvergnat avec une mécanicienne et son gosse. C'était complètement décalé, vous ne trouvez pas? Je veux dire, j'avais passé ma vie à construire une forteresse autour de moi, à ne faire confiance à personne, à tuer des hommes sans ciller. Et voilà que je me retrouve à mater une femme en salopette qui répare des bagnoles et à écouter un gamin qui me raconte ses histoires de pêche miraculeuse. C'est le genre de truc que mes gars n'auraient jamais cru. Ils se seraient foutus de moi. Julien ne sait pas tes affaires, Saucin, mais ça l'était, mes affaires. Chaque moment ici me donnait l'impression de respirer pour la première fois. Je savais que c'était dangereux, que c'était stupide de baisser ma garde, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Comme si le vide en moi, celui qui me rongeait depuis si longtemps, commençait à se remplir avec des petites choses, des odeurs d'huile de moteur et de confiture de pêche, des rires d'enfants. Absurde, vraiment. Mais bon, revenons à nos moutons, ou plutôt à ma bagnole. Cet après-midi-là, je suis retourné à l'escalade pour récupérer quelques affaires personnelles. J'ai marché le long de la route de terre, appréciant le calme et l'air pur. Arrivé à la voiture, j'ai ouvert la portière et j'ai sorti un petit sac avec quelques vêtements de rechange et mes nécessités. C'est là que mon téléphone a capté un signal faible. Un message est apparu d'un numéro inconnu. Mon cœur s'est emballé en lisant la courte phrase. « On sait où tu es, Dubois. » Je suis resté figé sur la route de terre déserte. Qui? François Moretti ou quelqu'un d'autre? Comment il savait? J'avais été prudent, j'étais venu seul, j'avais pris une route secondaire pour éviter d'être suivi. Et pourtant, il m'avait trouvé. J'ai supprimé le message et j'ai regardé autour de moi. La prairie s'étendait, immobile. Pas une âme à l'horizon. Mais je savais que cette paix n'était qu'un masque. Je devais partir. Tout de suite, appeler Marc, me faire récupérer, disparaître avant qu'il n'arrive. Je devais rester loin de cette mère et de son enfant, loin de cette guerre qui n'était pas la leur. Mais en revenant vers le garage, Pierre a couru à ma rencontre. Le visage barbouillé de glace, un grand sourire dévoilant une nouvelle dent de lait. Il a demandé où j'étais allé, a dit qu'il m'avait attendu si longtemps, a dit que maman lui avait acheté de la glace. J'en voulais aussi.
J'ai regardé l'enfant innocent devant moi et je n'ai pas pu m'en aller. Le lendemain matin, à peine sorti de ma chambre, Pierre m'attendait déjà. Le gamin m'a pris la main, les yeux brillants, et a dit que sa maman était très occupée avec les voitures des clients, alors je devrais jouer avec lui. Marie était dans l'entrée du garage, regardant son fils avec inquiétude, comme si elle voulait l'arrêter. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Pierre m'avait déjà tiré à courir. Il a dit qu'aujourd'hui, il allait me montrer son royaume et que je serais le tout premier invité spécial à y être autorisé. Je ne savais pas comment réagir. Personne ne m'avait jamais invité dans son royaume, surtout pas celui d'un enfant de 7 ans, mais la petite main qui agrippait la mienne, l'excitation dans la voix de Pierre m'ont empêché de refuser. Je l'ai laissé me guider à travers le jardin, puis le long d'un sentier étroit dans les hautes herbes qui m'arrivaient à la taille. Notre premier arrêt fut d'une petite colline derrière la maison. Pierre m'a tiré vers le haut, soufflant d'excitation en chemin. Arrivé au sommet, j'ai compris pourquoi il appelait ça un royaume. Toute la vallée s'ouvrait en contrebas. Des champs d'un vert profond, les montagnes enneigées au loin, un ciel si bleu qu'il semblait peint. Pas un nuage. Une légère brise passait, apportant l'odeur des fleurs sauvages et de l'herbe sèche. Pierre a écarté les bras et a tourné sur la colline, éclatant de rire. Il a dit que c'était là qu'il venait quand il était triste, parce qu'à partir d'ici, il pouvait voir le monde entier. J'ai regardé cet enfant être heureux de quelque chose d'aussi simple, et ma poitrine s'est serrée d'un sentiment que je ne pouvais nommer. Après ça, Pierre m'a mené à un petit ruisseau au son doux et ondoyant à travers une fine parcelle de bois. Il s'est vanté qu'il y avait des poissons géants ici, aussi gros que son bras. Mais quand j'ai regardé, je n'ai vu que de minuscules poissons filant dans l'eau. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête et j'ai acquiescé. Oui, c'était de très gros poissons. Pierre a souri, fier d'avoir fait croire un adulte. On a continué à marcher jusqu'au grand chêne où le grand-père de Pierre lui avait fabriqué une balançoire. La balançoire était vieille, la corde usée, mais elle tenait bon. Pierre a sauté dessus, pompant ses jambes pour la faire bouger, puis m'a demandé si je voulais essayer. J'ai secoué la tête et j'ai dit que la balançoire était uniquement pour lui. Mais Pierre n'a pas voulu l'entendre. Il a sauté, m'a attrapé la main et m'a fait asseoir. La balançoire a gémi sous le poids d'un homme adulte, mais elle n'a pas cassé. Pierre s'est tenu derrière et a poussé, même si sa force n'était presque rien. J'étais assis sur la balançoire, regardant les champs, et soudain je me suis souvenu de ma propre enfance, de la balançoire que mon père avait construite dans notre jardin, des après-midi paisibles avant que tout ne s'effondre. Ça faisait 23 ans que je n'avais pas été sur une balançoire. Le dernier arrêt fut la forteresse secrète. En réalité, ce n'était qu'un tas de vieilles planches empilées en carré, un toit fait d'une bâche déchirée, quelques coussins usés à l'intérieur, et une boîte remplie de petites voitures. Mais pour Pierre, c'était le château le plus fort du monde. Avec une importance solennelle, le gamin a déclaré que j'étais un invité d'honneur et que j'étais autorisé à entrer dans la forteresse. Mais il fallait que je promette de garder le secret et de ne jamais le dire à personne. Julien Dubois, le puissant parrain de Paris, s'est agenouillé, a rampé dans le fortin en bois pourri d'un enfant et a promis qu'il garderait le secret. Pierre était satisfait. Il a sorti les petites voitures et a commencé à m'expliquer les règles du jeu. On est resté dans cette forteresse pendant près d'1 heure, faisant la course avec les voitures, faisant semblant de les casser, faisant semblant de les réparer après. Je ne me souvenais plus de la dernière fois que j'avais joué. Peut-être avant cette nuit fatidique, quand j'étais encore un garçon ordinaire de 14 ans insouciant. Pendant 23 ans, je n'avais pas eu le droit d'être un enfant. Mais aujourd'hui, à l'intérieur d'une forteresse en bois pourri dans les champs d'Auvergne, j'ai eu le droit d'être un enfant à nouveau, ne serait-ce que pour un instant. Cet après-midi-là, quand Pierre s'est fatigué et s'est endormi sur le canapé dans la maison, je suis sorti au garage. J'ai vu Marie se débattre avec un moteur lourd, essayant de le soulever, pas assez forte seule. Sans réfléchir, je suis intervenu,
J'ai posé mes mains de l'autre côté et je l'ai aidé à le lever. Marie m'a regardé, surprise, et a dit que mes mains allaient se salir. J'ai haussé les épaules et j'ai répondu que mes mains avaient été plus sales que ça bien des fois. Une phrase à double sens que moi seul comprenais. On a travaillé ensemble en silence. Marie donnait les instructions et je suivais. Mes mains étaient maladroites avec les outils inconnus, mais j'apprenais vite. Quand on a eu fini, j'ai regardé mes mains, tachées d'huile de moteur, et j'ai ressenti une étrange satisfaction. Pour la première fois de ma vie, j'avais fait quelque chose d'utile qui n'avait rien à voir avec la violence ou le pouvoir. Marie me regardait différemment, un peu moins froidement qu'avant. Cette nuit-là, après que Pierre soit endormi, je suis sorti et je me suis assis sur le porche. Le ciel auvergnat était plein d'étoiles, plus que je n'en avais jamais vu nulle part. À Paris, les lumières de la ville les effaçaient toutes. Mais ici, la voie lactée s'étendait dans le noir comme une rivière d'argent. J'étais en train de regarder quand j'ai entendu des pas. Marie est sortie, tenant 2 tasses de thé chaud. Elle m'en a tendu une, puis s'est assise sur la chaise à côté de moi. Le silence a duré, mais il n'était pas inconfortable. Marie a parlé la première. Elle m'a demandé ce que je faisais comme travail à Paris. J'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit que j'étais dans les affaires. Import-export, quelque chose comme ça. Marie m'a regardé comme si elle savait que je cachais quelque chose, mais elle n'a pas insisté. J'ai posé des questions sur le garage, sur le fait d'élever un enfant seul. Marie m'a donné la version courte, sa voix calme comme si elle parlait de la météo. Elle a dit que son père lui avait laissé le garage. Elle avait pris la relève, elle avait élevé Pierre. La vie était simple, c'était tout. Elle n'a pas mentionné le départ de sa mère, ni la trahison de Paul Lefebvre. Ou elle gardait ses blessures pour elle. Comme moi, je gardais mes secrets. On est resté là tard, à parler de petites choses, le temps en Auvergne, les voitures qu'elle avait réparées au fil des ans, les endroits où j'étais passé. Aucun de nous n'a posé de questions sur le passé douloureux de l'autre. Mais dans le silence entre nos mots, quelque chose changeait. Quand Marie s'est finalement levée pour rentrer, elle a marqué une pause à la porte et a dit doucement « Bonne nuit ». C'était la première fois qu'elle me disait quelque chose qui n'était pas froid. Je l'ai regardée disparaître dans la maison et j'ai réalisé que la glace en moi commençait à fondre. Le 3e jour a commencé par une question. J'ai aidé Marie à ranger l'atelier quand j'ai remarqué la vieille pancarte dans un coin. Les mots « Garage Porter » fondé en 1987, effacés par le temps. J'ai interrogé Marie sur 1987 et pour la première fois, elle s'est vraiment ouverte. Elle a dit que son père avait ouvert ce garage 1 an après avoir épousé sa mère, Éléonore. Il adorait les voitures depuis qu'il était gamin. Le rugissement d'un moteur, le sentiment de réparer quelque chose de cassé et de le voir rouler à nouveau. Il lui disait que tout pouvait être réparé, même les gens, tant qu'on avait assez de patience et les bons outils. La voix de Marie s'est faite plus basse en parlant des derniers jours de son père. Elle a parlé du cancer vicieux, de comment il avait refusé le traitement parce qu'il ne voulait pas qu'elle soit endettée à cause de lui, des nuits où elle restait éveillée à son chevet, lui tenant la main et priant pour un miracle. Mais le miracle n'est pas venu. Il est mort un soir d'automne, quand les feuilles du chêne derrière le garage avaient commencé à jaunir. La dernière chose qu'il lui a dite, c'est qu'elle était plus forte qu'elle ne le pensait et qu'elle méritait d'être aimée. Marie n'a pas pleuré en racontant ça. Elle avait assez pleuré, mais ses yeux étaient humides et sa voix tremblait aux endroits les plus douloureux. J'ai écouté sans l'interrompre, sans offrir de conseils vides. Je comprenais que certaines douleurs n'avaient pas besoin de réconfort. Elles avaient seulement besoin de quelqu'un prêt à écouter. Quand Marie s'est tue, le silence s'est étiré entre nous. Puis j'ai parlé, ma voix basse et lente. J'ai dit que son père serait fier d'elle. Marie a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, elle m'a vraiment souri. Pas le sourire poli que les gens affichent, mais le sourire de quelqu'un qui vient d'être compris. Peut-être était-ce ce sourire, peut-être était-ce l'honnêteté dans sa façon de partager.
mais j'ai soudain eu envie de lui raconter ma propre histoire. Je n'avais rien dit à personne depuis Sophie, et après cette trahison, j'avais juré de ne plus jamais m'ouvrir à quiconque. Mais cette femme devant moi, avec ses yeux verts et une tache d'huile de moteur sur la joue, me donnait envie de rompre ce serment. Je lui ai parlé de mes parents, qu'ils avaient été de bonnes personnes, vivant une vie ordinaire, ne faisant de mal à personne. Je lui ai parlé de la nuit où ils ont été tués, quand j'avais 14 ans, parce que mon père savait quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Je lui ai parlé du placard où je m'étais caché, de la fente de la porte à travers laquelle j'avais tout regardé. Le sang qui s'était étalé sur le sol et avait touché mes pieds. Je n'ai pas abordé ce qui a suivi, Constantin, l'Empire, les choses que j'avais faites. Mais j'en ai dit assez pour que Marie comprenne que, moi aussi, je portais des blessures. J'ai dit que parfois je me demandais si mes parents me reconnaîtraient s'ils me voyaient maintenant, parce que j'étais devenu quelqu'un de complètement différent du garçon que j'avais été. Marie n'a pas eu peur, ne m'a pas jugé, ne m'a pas regardé avec pitié. Elle a seulement dit doucement que son père lui avait appris quelque chose. Ce qui importait, ce n'était pas d'où l'on venait, c'était où l'on choisissait d'aller ensuite. Je l'ai regardé et j'ai eu l'impression que quelqu'un me voyait enfin, pour la première fois. Pas un parrain de la mafia, pas un tueur, juste Julien, le gamin de 14 ans qui avait tout perdu et qui avait essayé de survivre du mieux qu'il pouvait. Cet après-midi-là, nous avons travaillé ensemble pour réparer une vieille voiture pour quelqu'un du village. Marie donnait les instructions et je suivais. À un moment donné, Marie essayait de serrer un boulon dans un coin difficile d'accès, sa main ne pouvant l'atteindre. Je me suis placé derrière elle et ma main est venue par-dessus la sienne pour l'aider. Nous nous sommes figés tous les deux en même temps. Le visage de Marie était si proche que je pouvais compter les minuscules taches de rousseur sur l'arête de son nez. Son souffle était chaud contre ma nuque. Le temps a semblé s'arrêter. Puis Pierre est arrivé en courant, brisant l'instant. Le gamin a crié que Solange venait d'apporter le dessert. « Maman, il y a de la tarte aux pommes. » Marie a retiré sa main à la hâte, se tournant pour cacher des joues qui rougissaient. J'étais aussi gêné, faisant semblant de me concentrer sur la voiture, mais nous savions tous les deux ce qui venait de se passer, même si aucun de nous ne l'avait dit à voix haute. Cette nuit-là, j'ai proposé de préparer le dîner. Marie a semblé surprise et m'a demandé si je savais cuisiner. J'ai hoché la tête et j'ai dit qu'il y avait quelques plats que je pouvais faire. La vérité, c'est que j'avais appris d'un chef italien de l'organisation, comme compétence de survie, au cas où quelqu'un essaierait de m'empoisonner. Mais je ne l'ai pas dit. Je suis allé dans la cuisine, j'ai cherché des ingrédients dans le modeste réfrigérateur et j'ai commencé à faire des spaghettis. Pierre a insisté pour aider, alors je l'ai laissé préparer la salade. Le résultat, des tomates éparpillées sur le sol, de la laitue volant partout, mais Pierre a éclaté de rire, et j'ai réalisé que je riais aussi. Marie était à l'entrée de la cuisine, les regardant, un sourire qu'elle ne pouvait retenir. Le dîner a eu lieu dans la petite cuisine sous une lumière jaune chaleureuse, remplie de rires et de voix. Pierre a déclaré que les spaghettis étaient meilleurs que ceux de sa maman. Et Marie a fait semblant d'être offensée, disant que cela signifiait que son fils la trahissait. Pierre a ri et a dit qu'il aimait sa maman plus que tout. Mais les pâtes d'oncle Julien étaient vraiment délicieuses. Je les ai regardées se taquiner et ma poitrine s'est serrée d'une émotion intense. J'ai réalisé que c'était ça, une famille, la chose que j'avais perdue à 14 ans et que je pensais ne jamais retrouver. Cette nuit-là, après la vaisselle, Marie m'a dit « Merci pour le dîner ». Sa voix était douce, pas froide comme le premier jour. J'ai dit que c'était moi qui devais la remercier de m'avoir laissé rester, de m'avoir laissé m'asseoir à la table avec sa famille. Marie m'a regardé longuement, puis a hoché la tête et est allée dans sa chambre. Je suis resté seul dans la cuisine, regardant autour de cette petite maison simple, écoutant la voix douce de Pierre qui lisait une histoire dans sa chambre.
Et je me suis demandé pourquoi un endroit aussi modeste pouvait me faire me sentir plus riche qu'un manoir à plusieurs millions à Paris. Au matin du 4e jour, Marie a reçu un appel d'un client du village voisin qui avait besoin d'une réparation urgente. Elle devait y aller et rentrerait tard, alors elle a demandé à Solange de garder Pierre. Mais ce jour-là, Solange avait mal au dos et ne pouvait pas venir. Marie était à l'entrée du garage, inquiète, ne sachant pas quoi faire. Quand je suis sorti et que je lui ai dit d'y aller, que je garderais Pierre, elle m'a regardé, hésitant un instant. Elle n'avait jamais laissé son fils avec un inconnu, surtout pas un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques jours. Mais il y avait quelque chose dans mes yeux qui l'a poussée à me faire confiance. Ou peut-être était-ce la façon dont Pierre a couru et s'est accroché à ma jambe, criant qu'il voulait rester avec oncle Julien. « Maman, va-t'en! » Marie a hoché la tête, a rappelé à Pierre d'être sage, puis d'être parti. Pierre m'a tiré dans la maison et a dit qu'il avait des devoirs de vacances qu'il n'avait pas encore faits. Je pouvais l'aider? Je me suis assis au petit bureau de la chambre de Pierre et j'ai regardé le cahier de maths ouvert. Le gamin apprenait des additions et soustractions simples, mais il semblait avoir du mal avec quelques problèmes. J'ai regardé autour de la pièce, j'ai repéré la boîte de petites voitures dans un coin et une idée m'est venue. J'ai attrapé quelques voitures miniatures et je les ai alignées sur le bureau. J'ai dit à Pierre, « Si tu as 5 voitures et que tu m'en donnes 2, combien t'en reste-t-il? » Pierre a regardé les voitures, a compté sur ses doigts et ses yeux se sont illuminés. 3 voitures. J'ai hoché la tête et je l'ai félicité, lui disant qu'il était intelligent. On a continué le reste des problèmes. J'utilisais les petites voitures pour illustrer et Pierre comprenait beaucoup plus vite. Le gamin rayonnait à chaque fois qu'il trouvait la bonne réponse, demandant fièrement, « Tu vois, oncle, je suis bon, je sais faire maintenant. » Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'avais ressenti du bonheur pour quelque chose d'aussi simple qu'un enfant résolvant correctement un problème de maths. Marie est rentrée plus tôt que prévu. Elle a garé la voiture, est entrée et s'est arrêtée devant la porte de la chambre de Pierre, la scène devant elle lui coupant le souffle. Son fils était assis à côté de moi, nos têtes penchées sur le cahier. J'expliquais patiemment pendant que Pierre écoutait avec une concentration féroce. Pierre a terminé un problème, m'a regardé avec une pure fierté dans les yeux, et j'ai ébouriffé les cheveux du garçon avec un rare sourire. Pierre n'avait jamais eu de figure paternelle. Depuis le jour de sa naissance, il n'avait eu que sa mère. Marie avait essayé d'être tout, mère et père, mais elle savait qu'il y avait des choses qu'elle ne pourrait jamais remplacer. Elle avait regardé son fils jouer seul pendant que d'autres enfants jouaient avec leur papa. Elle l'avait entendu demander pourquoi il n'avait pas de père comme Timmy, et elle n'avait pas su quoi répondre. Pendant 7 ans, Pierre avait vécu avec l'absence d'un homme dans sa vie. Et maintenant, en voyant son fils si heureux à mes côtés, Marie a senti son cœur se serrer. Elle avait peur parce qu'elle commençait à ressentir quelque chose pour cet homme, peur parce qu'elle savait que je partirais, que je retournerais dans mon monde. Peur que si Pierre s'attachait trop, il souffrirait quand je disparaîtrais. Comme Paul avait disparu, comme sa mère avait disparu. Elle ne pouvait pas laisser son fils vivre un abandon de plus. Marie était là, les pensées en plein chaos. Quand le téléphone du garage a sonné, elle est allée répondre. Un client qui demandait une réparation. Mais à travers la fenêtre du garage, elle a vu un 4x4 noir qu'elle ne reconnaissait pas passer lentement, comme s'il observait. Elle n'y a pas prêté beaucoup d'attention, car il arrivait parfois que des voitures inconnues traversent un petit village comme celui-ci. Mais pour moi, c'était différent. J'étais à l'intérieur avec Pierre quand j'ai entendu le son d'un moteur inconnu. Mon instinct, affûté par 23 ans, m'a fait me lever rapidement et me diriger vers la fenêtre. Le 4x4 noir est passé lentement devant le garage, ses vitres teintées cachant ceux qui se trouvaient à l'intérieur. J'ai mémorisé la plaque d'immatriculation. Le véhicule ne s'est pas arrêté. Il a continué vers la sortie du village et a disparu. Mais je savais que ce n'était pas la voiture d'un habitant.
Ce 4x4 était trop neuf, trop cher, trop étrange pour un village comme celui-ci. Et la façon dont il se déplaçait, lentement et en cherchant, m'a assuré qu'il m'avait trouvé. Le message menaçant de la veille n'était pas resté lettre morte. Je suis rentré dans la maison et mon visage avait changé. Le sourire chaleureux que j'avais eu en aidant Pierre à étudier avait disparu. À sa place, une froide vigilance, des yeux d'acier gris calculants. Pierre a remarqué le changement. « Oncle, qu'est-ce qui ne va pas? » J'ai essayé de lui sourire, j'ai dit que ce n'était rien. J'avais juste des choses à régler. Mais dans mon esprit, les questions tourbillonnaient. Qui étaient-ils? Des hommes de François Moretti ou d'un autre? Depuis combien de temps savaient-ils que j'étais là? Et surtout, que devais-je faire ensuite? Partir immédiatement pourrait protéger Marie et Pierre, mais s'ils avaient observé assez longtemps, ils sauraient que cette mère et son enfant comptaient pour moi, et ils l'utiliseraient comme levier. Rester pourrait les protéger, mais cela pourrait aussi les entraîner dans le danger. J'ai regardé par la fenêtre dans la direction où le 4x4 noir avait disparu. Les fantômes de mon passé m'avaient trouvé, et je ne savais pas si j'avais la force de protéger les gens auxquels je commençais à tenir. Le lendemain matin, je me suis levé plus tôt que d'habitude. J'avais à peine dormi, je suis resté éveillé toute la nuit, pensant au 4x4 noir et à ce qu'il pourrait apporter avec lui. J'ai décidé que je dirais à Marie que je devais partir, que je trouverais une raison pour m'en aller d'ici avant que les choses ne tournent au pire. Mais quand je suis sorti de ma chambre, Pierre m'attendait déjà avec un grand sourire, me demandant si je continuerais à lui apprendre aujourd'hui. Je n'ai pas pu me résoudre à dire non. Je me suis dit juste un jour de plus et ensuite je partirais. J'ai envoyé Pierre chez Solange pour jouer parce que le gamin insistait pour aller voir les chatons qui venaient de naître. Je voulais que l'enfant soit loin du garage au cas où quelque chose se produirait. Marie est restée à l'atelier, travaillant, et moi je me suis assis dans un coin comme tous les jours, mais mes yeux ne quittaient pas la route devant le bâtiment. Vers midi, le 4x4 noir est revenu. Cette fois, il n'est pas passé. Il a tourné et s'est garé juste devant le garage. Je me suis levé d'un bond, mes instincts de combat s'activant instantanément. Marie était sous une voiture et ne pouvait rien voir. Je suis sorti de l'atelier et je me suis posté devant l'entrée, attendant. La portière du 4x4 s'est ouverte. Un homme est sorti, costume noir, lunettes de soleil, l'attitude de quelqu'un habitué à la violence. J'ai reconnu immédiatement qu'il s'agissait d'un des hommes de François Moretti, pas parce que je connaissais son visage, mais parce que je connaissais trop bien le type. Perspective de Mary Porter. J'étais sous la voiture, le front perlé de sueur, la main à demi coincée pour serrer un boulon récalcitrant. Le bruit d'un moteur que je ne connaissais pas, une voiture qui s'arrêtait. Mais je ne pouvais pas sortir tout de suite. Puis j'ai entendu des pas et une voix d'homme, suave mais fausse. « Bonjour, madame. Je cherche un ami. Trentaine, cheveux foncés. Il serait passé par ici ces derniers jours. » Je me suis redressé, clé à molette, toujours à la main, mon corps se tendant. C'était qui, ce type? Un costume trop chic pour Valfleury, un sourire qui n'atteignait pas les yeux. Beaucoup de monde passe par ici, monsieur. Je ne me souviens pas de tout le monde, ai-je répondu, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Il s'est rapproché, son sourire a disparu, remplacé par quelque chose de menaçant. Vous êtes sûr? Mon ami est très important, et je suis certain qu'il est dans le coin. J'ai reculé d'un pas, serrant plus fort ma clé. Je n'avais pas peur, mais je sentais que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas un simple client. Et c'est là que Julien est apparu. Il a émergé de l'arrière de l'atelier, ses pas silencieux mais déterminés. Sa voix a fendu l'air, froide comme la glace. Il me semble qu'elle vous a dit qu'elle ne savait pas. L'homme s'est retourné et quand il a vu Julien, quelque chose a changé dans son regard. Le mépris a disparu, remplacé par la reconnaissance et surtout, la peur. Il savait qui était Julien.
Il savait qu'il était devant un homme capable de faire disparaître toute sa famille d'un simple coup de fil. Julien a avancé un pas lent après l'autre. Chaque pas, un compte à rebours. Il n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Son ton était grave et lourd. Chaque mot sculpté dans l'air. Retournez dire à Moretti que s'il me veut, il sait où me trouver. Mais si l'un d'entre vous remet les pieds dans ce village, je vous renvoie chez vous dans un sac mortuaire. L'homme a dégluti, essayant de garder son sang-froid, sans succès. Il a reculé, balbutiant qu'on lui avait seulement ordonné de confirmer l'emplacement. Il ne voulait pas causer de problème. Julien a fait d'un pas de plus, réduisant la distance à quelques pas. Il a regardé l'homme droit dans les yeux, et tout ce que l'homme a vu dans le regard gris de Julien l'a fait trembler. Ce n'était pas le regard d'un homme d'affaires, ni d'un homme ordinaire. C'était le regard de quelqu'un qui avait vu la mort des centaines de fois, et qui ne connaissait plus la peur. Julien a ajouté une dernière phrase. Sa voix presque un murmure, mais assez claire pour que chaque mot porte. C'est le seul avertissement. Je ne répète pas les choses deux fois. L'homme a hoché la tête rapidement, s'est retiré dans le 4x4 et est parti comme s'il était poursuivi par des fantômes. Le 4x4 noir a disparu au bout de la route de terre, laissant derrière lui un nuage de poussière. Julien est resté là, les épaules tendues, sa respiration lourde. Quand il s'est retourné, je me tenais dans l'entrée du garage, les yeux grands ouverts, la clé à molette toujours à la main. J'avais tout vu. J'avais vu Julien se transformer de l'homme chaleureux qui aidait mon fils avec ses devoirs en quelqu'un qui pouvait faire trembler et fuir un grand gaillard. J'avais entendu cette voix froide, la voix d'un homme habitué à donner des ordres et à être obéi. J'avais vu ce regard, un regard que je n'avais jamais vu de ma vie. Le silence s'est étiré entre nous. Je ne savais pas quoi dire. Il avait essayé de cacher qui il était vraiment, de jouer le rôle d'un client normal avec une voiture en panne. Mais maintenant, le masque était tombé et je le regardais vraiment pour la première fois. Finalement, j'ai parlé, ma voix étrangement calme. Vous n'êtes pas un homme d'affaires. Ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Julien m'a regardé et il a dit non. J'ai hoché la tête lentement, comme si je digérais l'information. Puis j'ai dit, toujours calme, qu'il fallait qu'on parle. Ce soir, après que Pierre soit endormi, je ne l'ai pas jeté, je n'ai pas paniqué. Je l'ai seulement regardé avec mes yeux verts, impossibles à lire. Puis je me suis remise à la voiture que je réparais, comme si ce qui venait de se passer n'était qu'une petite interruption dans ma journée de travail. Retour à la perspective de Julien. Je suis resté là, ne sachant pas ce qu'elle pensait, ne sachant pas ce qu'elle me dirait ce soir, ne sachant pas si c'était un début ou une fin. Mais je savais une chose. L'obscurité que j'avais essayé de fuir m'avait retrouvé ici. Et maintenant, elle ne me menaçait pas seulement moi, elle menaçait les gens que je commençais à aimer. Cette nuit-là s'est étirée, interminable. J'étais assis dans la petite chambre, écoutant la voix douce de Pierre qui lisait difficilement une histoire à sa mère, écoutant Marie chanter une berceuse à son fils, puis le silence s'est installé dans la maison. Je ne savais pas ce qu'elle allait me dire. Me jeter dehors, appeler la police, ou pire, me regarder avec la peur et le dégoût que j'avais vu dans tant de Dieu une fois que les gens apprenaient qui j'étais. J'étais habitué à être détesté, habitué à être craint. Mais je ne comprenais pas pourquoi la pensée que Marie me regarde ainsi me faisait mal à la poitrine. On a frappé doucement à la porte, j'ai ouvert. Marie se tenait là, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Elle m'a dit de venir sur le porche. J'ai hoché la tête et l'ai suivie dehors. Le ciel nocturne de l'Auvergne était toujours constellé d'étoiles, comme toujours, mais ce soir, l'air était plus lourd. On s'est assis côte à côte, le silence s'étirant. Puis Marie a parlé, sa voix calme mais sérieuse. Elle m'a demandé directement qui j'étais vraiment, et pourquoi quelqu'un voulait autant me trouver. Je l'ai regardé et j'ai pesé mes mots. Je pouvais mentir, inventer une autre histoire, continuer de faire semblant d'être un homme d'affaires normal.
Mais en regardant ses yeux verts fixés sur moi, je ne pouvais pas. Elle méritait la vérité. Au moins une partie. J'ai commencé à parler, ma voix basse et lente. J'ai dit que je dirigeais une organisation à Paris, le genre d'organisation qu'on ne mentionne pas dans les conversations polies. J'avais fait des choses terribles. Tuer des gens, ruiner des vies, utiliser la violence comme un outil pour obtenir ce que je voulais. Je n'étais pas un homme bien. Jamais été un homme bien. Pas depuis mes 14 ans. Les hommes qui étaient venus me chercher aujourd'hui étaient des ennemis, des rivaux qui voulaient ma mort. Et en étant ici, je la mettais, elle et Pierre, en danger. J'ai arrêté de parler et j'ai attendu sa réaction. J'ai attendu la peur, le dégoût ou au moins de la distance. Mais Marie est restée assise, silencieuse, me regardant avec une expression que je ne pouvais pas comprendre. Puis elle a demandé, toujours aussi calme, « Vous avez tué des gens ?» J'ai hoché la tête sans ciller. J'ai dit plus que je ne pouvais compter. Marie est restée silencieuse longtemps. J'ai cru qu'elle allait se lever et rentrer, mais elle n'a pas bougé. Elle est restée assise, fixant le champ sombre devant nous, comme si elle ruminait quelque chose d'important. Puis elle a parlé, sa voix légère mais ferme. Elle a dit qu'elle se fichait de qui j'étais là-bas. Elle ne se souciait que de qui j'étais ici, chez elle, avec son fils, l'homme qu'elle avait vu apprendre les maths à Pierre, préparer le dîner, s'asseoir dans un fortin en bois pourri et jouer avec des petites voitures. Cet homme n'était pas un monstre. Je l'ai regardé, n'en croyant pas à mes oreilles. Je lui ai demandé si elle n'avait pas peur. Marie s'est tournée vers moi, ses yeux verts captant la lumière des étoiles. Elle a dit qu'elle avait été abandonnée par les gens qui auraient dû l'aimer. Sa mère était partie sans un mot. Le père de Pierre avait fui quand il avait appris qu'elle était enceinte. Elle ne faisait pas confiance facilement et elle ne laissait personne s'approcher facilement. Mais j'étais là depuis 4 jours. J'avais eu des centaines d'occasions de lui faire du mal, à elle et à son enfant. Je ne l'avais pas fait. Au lieu de ça, j'avais enseigné à son fils, cuisiné pour elle, aidé à travailler, et aujourd'hui, j'avais fait fuir un homme qui aurait pu apporter le danger à sa porte. Elle ne savait pas qui j'étais à Paris, mais elle savait qui j'étais ici. Quelque chose en moi s'est fendu, non pas de douleur, mais de soulagement, comme une épaisse couche de glace qui avait enveloppé mon cœur pendant des années fondait lentement. Je ne savais pas quoi dire. Je ne trouvais pas de mots assez grands pour exprimer ce que je ressentais. Marie m'a regardé un instant, puis a continué, sa voix plus douce. Elle m'a dit de rester, au moins jusqu'à ce que la voiture soit réparée. Après ça, je pouvais aller où je voulais, mais pour l'instant, elle ne me renvoyait pas. Elle s'est levée pour rentrer. Mais elle a marqué une pause à la porte. Elle s'est retournée vers moi et a ajouté une dernière chose. Elle a dit que tout le monde avait un passé et ce qui importait, c'était ce que l'on choisissait de faire avec le présent. Son père lui avait appris ça. Puis elle est rentrée, me laissant seule sous un ciel étoilé, avec un cœur battant d'une façon que je croyais avoir oubliée. Le 5e jour a commencé par un changement subtil entre Marie et moi. Après la nuit où nous avions fait face à la vérité, nous ne gardions plus la distance d'avant. Marie ne me regardait plus avec des yeux méfiants et je n'essayais plus de jouer le rôle de l'étranger. Nous travaillions ensemble au garage, parlions plus, rions plus. Pierre était ravi de remarquer le changement, le gamin courant entre nous, me tirant une main puis l'autre comme s'il essayait de nous rapprocher encore plus. Cet après-midi-là, alors que Pierre jouait chez Solange, Marie et moi nous sommes assis pour nous reposer dans l'atelier après avoir terminé la voiture d'un client. Marie a soudain parlé, sa voix douce mais teintée d'amertume. Elle m'a parlé de Paul Lefebvre, le père de Pierre, l'homme qu'elle n'avait jamais mentionné auparavant. Elle m'a raconté la solitude après la mort de son père, sa vulnérabilité quand Paul était apparu avec des mots doux et un sourire charmant. Elle pensait avoir enfin trouvé quelqu'un qui resterait, quelqu'un qui ne partirait pas comme sa mère. Mais elle s'était trompée. La nuit où elle lui a annoncé qu'elle était enceinte, Paul s'est tu. Il n'a pas dit un mot,
l'a seulement fixé avec la panique dans les yeux, puis il est parti. Le lendemain matin, il était parti comme s'il n'avait jamais existé. Pas un message, pas un appel, pas une explication. Marie a fait face à la grossesse seule, a accouché seule, a élevé Pierre seule pendant les 7 dernières années. Elle parlait d'un ton stable, comme si elle racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. La colère a monté dans ma poitrine et ma main s'est serrée en un point. D'une voix basse qui portait une sombre promesse, j'ai dit que si jamais je rencontrais Paul, il regretterait d'être né. Marie m'a regardé, et pour la première fois, elle a souri à ma menace. Non pas parce qu'elle voulait que Paul soit blessé, mais parce qu'elle savait que je le pensais. Et cela la faisait se sentir protégée d'une manière qu'elle n'avait jamais vraiment ressentie auparavant. Ce soir-là, une tempête inattendue est arrivée. La pluie en Auvergne n'était pas comme la pluie à Paris. C'était plus féroce, plus fort, avec le tonnerre qui éclatait sur la vallée. Pierre avait peur du tonnerre depuis qu'il était petit, et le gamin a pleuré et a supplié de dormir avec sa mère. Marie l'a serré fort, le calmait et a commencé à chanter. Je me tenais dans l'entrée de la chambre de Pierre, sans vouloir regarder, mais la voix de Marie ne me laissait pas partir. C'était fin et tendre, rien à voir avec la femme forte que je voyais tous les jours. Elle chantait une vieille chanson, peut-être une que son père lui avait chantée, et dans cette chanson, j'ai entendu l'amour le plus pur qu'une mère puisse donner à son enfant. Quand Pierre s'est enfin endormi, Marie l'a couché, l'a bordé et lui a embrassé le front. Elle est sortie et m'a trouvé là. Elle n'a pas eu l'air surprise, comme si elle avait su que j'étais là tout le temps. Ensemble, nous sommes sortis sur le porche et avons regardé la pluie tomber sur les champs. Le bruit était fort. Le tonnerre s'était éloigné et l'air était frais et humide. J'ai dit doucement qu'elle était une mère merveilleuse. Marie a fait un petit sourire triste et a répondu qu'elle essayait juste de ne pas devenir sa propre mère. Les mots lui ont échappé avant qu'elle ne puisse les arrêter, et elle savait qu'elle venait d'ouvrir une porte qu'elle avait gardée fermée pendant 20 ans. J'ai demandé doucement à propos de sa mère. Marie est restée silencieuse un instant. Puis elle m'a raconté, sa voix calme comme si elle parlait de la météo. Elle a dit que sa mère était partie quand elle avait 7 ans. Partie avec un étranger, sans explication, sans un au revoir. Marie a attendu des mois, assise sur ce porche, regardant la route de terre, attendant que la silhouette de sa mère apparaisse. Sa mère n'est jamais revenue. Depuis, elle avait vécu avec la peur d'être abandonnée, avec le sentiment qu'elle n'était pas assez bien pour que quelqu'un reste. Sa mère est partie. Paul est parti, peut-être était-elle née pour être abandonnée. J'ai regardé la femme à côté de moi, la femme qui avait été abandonnée par les gens qui auraient dû l'aimer le plus. Et elle était toujours là, toujours debout, toujours forte, aimant toujours son fils de tout son être. Je ne savais pas qui avait bougé le premier. Peut-être était-ce moi, peut-être était-ce elle, peut-être était-ce nous deux à la fois. Mais soudain, nos lèvres se sont rencontrées. Le premier baiser était doux, tremblant, comme deux personnes apprenant à faire confiance à nouveau depuis le début. La pluie continuait de battre sur le porche. Le vent froid traversait. Mais nous n'avions pas froid. Nous ne ressentions que de la chaleur, du réconfort, comme si les morceaux brisés en nous se remettaient lentement ensemble. Quand nous nous sommes séparés, Marie m'a regardé, les yeux brillants. Dans un murmure, elle a dit que je partirais. Je retournerais à Paris. Je n'ai pas nié parce que je savais que c'était vrai. J'ai seulement répondu que je savais, mais qu'en ce moment, j'étais ici. Marie a fermé les yeux et hoché la tête et m'a laissé la tenir dans la nuit pluvieuse. On est resté là longtemps. Deux personnes seules se retrouvant dans la tempête, ne sachant pas ce que le lendemain apporterait et ne voulant pas d'y penser. Seulement le présent, seulement cette nuit, seulement les bras l'un de l'autre, avec le son de la pluie et la chaleur qui se répandaient dans nous. Au matin du 6e jour, les pièces sont enfin arrivées.
Marie s'est levée tôt et a commencé à travailler sur mon escalade. Elle travaillait en silence. Ses mains expertes retiraient des pièces, les remplaçaient, vérifiaient tout 2 fois. Je me tenais là, la regardant, et j'ai réalisé que je ne voulais pas que la voiture soit réparée. Je voulais qu'elle soit cassée pour toujours. Je voulais que le temps s'arrête. Je voulais rester ici, dans ce petit garage, avec la femme aux cheveux bruns et le garçon de 7 ans, pour toujours. Mais le temps ne s'arrête pour personne. Vers midi, Marie a refermé le capot, s'est essuyé les mains sur un vieux chiffon et m'a dit que la voiture était prête. Elle l'a dit d'un ton neutre, ordinaire, comme si elle signalait d'un travail de routine, mais elle ne m'a pas regardé dans les yeux. J'ai hoché la tête, j'ai marché vers le véhicule, j'ai ouvert la portière et je me suis glissé sur le siège conducteur. J'ai tourné la clé, le moteur a ronronné doucement, comme si rien ne s'était jamais passé. L'escalade était prête à me ramener à Paris, à mon empire, à la vie que j'avais construite ces 23 dernières années. Mais je ne voulais pas y aller. Ce soir-là, après le dîner, j'étais assis sur le porche, regardant le coucher de soleil, quand Pierre est arrivé en courant. Le gamin est monté à côté de moi, ses petites jambes se balançant, son 4x4 noir toujours bien serré dans sa main. Il est resté silencieux longtemps, ce qui était rare pour un enfant aussi bavard que Pierre. Puis il a parlé, sa voix petite et tremblante. Il a demandé si oncle Julien allait partir bientôt. Je ne savais pas quoi répondre. J'ai regardé le gamin à côté de moi, l'enfant qui m'avait tiré dans sa vie avec une simple phrase sur une route de terre 6 jours plus tôt. J'ai hoché la tête et j'ai dit « Peut-être », parce que la voiture était réparée maintenant. Pierre a baissé la tête et a fixé la petite voiture dans ses mains. Puis il a levé les yeux, ses grands yeux bruns rencontrant les miens, et il a posé une question qui m'a serré le cœur. Il a demandé si je voulais être son papa. Je ne pouvais plus respirer. J'ai fixé le gamin de 7 ans qui me regardait avec une pure espérance. Un enfant qui n'avait jamais eu de père, qui n'avait vraiment jamais su ce que c'était d'être aimé et protégé par un homme. Pierre a continué, sa voix tremblant davantage. Il a dit qu'il m'aimait bien, que je lui avais appris des choses, que j'avais joué avec lui, que j'avais cuisiné des pâtes pour lui. Il n'avait jamais eu de papa, mais il pensait que s'il en avait un, son papa serait comme moi. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai serré le gamin dans mes bras, le tenant fort, essayant de cacher les larmes qui montaient à mes yeux. J'ai dit à Pierre qu'il était le gamin le plus courageux que j'ai jamais rencontré et que sa mère, Marie, était extraordinaire. Je voulais lui promettre que je resterais, que je serais son père, que je ne partirais jamais. Mais je ne pouvais pas, car je savais que ces promesses pouvaient être brisées, et je ne voulais pas devenir un autre homme qui abandonnerait Pierre. Après que Pierre soit rentré, Marie est sortie. Elle avait tout entendu. Elle se tenait dans l'entrée, me regardant avec les yeux rougis. Et je savais que ce qu'elle allait dire ferait mal. Marie s'est approchée et s'est assise à côté de moi. Elle est restée silencieuse un instant, comme si elle cherchait la bonne façon de dire ce qu'elle avait à dire. Puis elle a parlé, sa voix tremblante mais ferme. Elle a dit que je devais partir, Julien. Je l'ai regardée, sans comprendre. Elle a continué, les yeux humides, mais ses larmes ne coulaient pas encore. Elle a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. Elle ne le nierait pas. La nuit dernière, ce baiser, elle ne le regrettait pas. Mais elle avait Pierre. Pierre était tout pour elle. La raison de sa vie, la seule personne qu'elle avait encore dans ce monde. Les hommes qui étaient venus me chercher, ils étaient dangereux. S'ils revenaient, s'ils blessaient Pierre à cause de moi, elle ne se le pardonnerait jamais. Elle ne pouvait pas risquer son fils, pour personne, pas même pour moi. Je voulais argumenter, dire que je les protégerais, que je ne laisserais personne les blesser. Mais je savais que Marie avait raison. Ma présence était un danger. J'étais le danger. J'avais vécu dans l'obscurité pendant des années. Et maintenant cette obscurité menaçait les gens que j'avais commencé à aimer. Marie m'a regardé droit dans les yeux, sa voix ferme mais pleine de douleur. Elle m'a dit de retourner à Paris
et de régler tout ce que j'avais à régler. Elle ne savait pas ce que c'était et elle ne voulait pas savoir. Mais quand je serais en sécurité, quand les gens qui voulaient me faire du mal ne seraient plus une menace, sa porte serait toujours ouverte. Jusque-là, je ne pouvais pas rester ici, non pas parce qu'elle ne voulait pas de moi, mais parce qu'elle n'avait pas le droit de mettre son fils en danger. J'ai compris. Elle ne me renvoyait pas parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle me renvoyait parce qu'elle aimait Pierre plus que tout, et cela me faisait la respecter plus que quiconque j'ai jamais rencontré. J'ai hoché la tête, ma voix basse et nouée. J'ai dit que je comprenais, et j'ai promis que je reviendrais. Pas une promesse en l'air, mais un serment d'un homme qui venait de trouver une raison de vivre différemment. Marie m'a regardé et les larmes ont enfin coulé. Elle a murmuré qu'elle attendrait, mais pas éternellement. Si 3 mois passaient et que je ne revenais pas, elle comprendrait. On est restés là, ensemble, regardant le ciel nocturne de l'Auvergne une dernière fois, ne sachant pas ce que le lendemain apporterait, mais sachant que cette nuit était tout ce que nous avions. La dernière nuit s'est étirée comme si elle ne finirait jamais, et pourtant, elle fut d'aussi brève qu'un seul souffle. Marie et moi étions assis sur le porche, aucun de nous ne disait grand-chose, laissant simplement la présence de l'autre emplir le silence. Nous savions tous deux qu'au lever du soleil, tout changerait. J'ai tenu la main de Marie et j'ai senti les callosités rudes dans sa paume, les callosités d'une femme qui avait tout porté seule pendant tant d'années. Je lui ai dit de ma voix basse et stable que je reviendrais. Je l'ai promis. Pas une promesse de Julien Dubois, le parrain, mais une promesse de Julien, l'homme à qui elle avait donné une chance de revivre. Marie n'a pas pleuré. Elle avait assez pleuré dans sa vie, et elle ne voulait pas que cette nuit soit une nuit de larmes. Elle m'a seulement regardé, mémorisant chaque ligne de mon visage, les yeux gris qui n'étaient plus aussi froids. La petite cicatrice sur mon front à propos de laquelle elle n'avait jamais posé de questions, la façon dont je souriais quand je la regardais. Elle a dit qu'elle attendrait, mais je ne devais pas la faire attendre trop longtemps. 3 mois, c'était sa limite. Après ça, elle devrait continuer à vivre. Pour Pierre, pour elle-même. J'ai hoché la tête, je l'ai embrassée sur le front, et nous sommes restés là jusqu'à ce que le ciel commence à prendre le gris pâle de l'aube. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. J'ai empaqueté le peu d'affaires que j'avais, et je suis sorti de la petite chambre derrière le garage une dernière fois. L'escalade était déjà garée devant, impeccable après que Marie l'ait lavée ce matin-là. J'ai regardé la voiture et je me suis souvenu du jour où elle était tombée en panne sur la route de terre 6 jours plus tôt. 6 jours qui avaient changé toute ma vie. Pierre a couru hors de la maison, les yeux rouges et gonflés. Il s'est jeté à ma jambe, s'accrochant si fort qu'il ne voulait pas me lâcher. Il a pleuré et a demandé pourquoi je devais partir. A dit qu'il ne voulait pas que je parte, a dit que j'avais promis de rester. Je me suis agenouillé à sa hauteur. J'ai essuyé les larmes de Pierre et je lui ai dit que je promettais de revenir. J'avais quelque chose à faire loin d'ici, mais quand j'aurai fini, je reviendrai. Il me croyait. Pierre m'a regardé avec ses grands yeux bruns, pleins de larmes et pleins d'espoir, et il a demandé si je promettais vraiment, si je ne mentais pas comme son père. Cette question m'a transpercé comme un couteau. J'ai serré le gamin dans mes bras, l'ai tenu fort, et j'ai murmuré à son oreille que je promettais que je n'étais pas comme son père. Je reviendrai. Puis je me suis levé et j'ai regardé Marie dans l'entrée du garage, les bras croisés, essayant d'avoir l'air forte, même si ses yeux étaient rouges aussi. J'ai marché vers elle et je l'ai embrassée une dernière fois. Un baiser court, mais il contenait tout ce que je voulais dire et que je ne pouvais pas. Puis je suis monté dans la voiture, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Dans le rétroviseur, j'ai vu la mère et l'enfant se tenir là, regardant. Pierre agitait la main, Marie immobile comme une pierre. Ils sont devenus de plus en plus petits jusqu'à disparaître au tournant de la route de terre. Je suis rentré à Paris avec un seul objectif, régler François Moretti et toutes les menaces pour pouvoir retourner en Auvergne sans mettre Marie et Pierre en danger.
J'ai appelé Marc dès que je suis arrivé en ville et j'ai ordonné une réunion d'urgence. Ce qui s'est passé les 2 semaines suivantes fut du sang, de la violence et une cruauté que j'avais essayé d'oublier pendant ces 6 jours à Val-Fleury. J'ai trouvé le traître au sein de mon organisation, celui qui avait fourni des informations à Moretti sur ma localisation. Je m'en suis occupé sans ciller. Puis j'ai tourné toute mon attention vers Moretti, construisant l'attaque, frappant les points faibles de l'ennemi. Moretti est tombé une nuit pluvieuse à Paris, mettant fin à une guerre qui avait duré des années entre les deux organisations. J'étais au sommet de mon empire, mais le pouvoir ne me satisfaisait plus comme avant. J'ai commencé à tout réorganiser, confier des responsabilités à Marc petit à petit, me préparant pour un avenir différent. Chaque nuit, aussi occupé que je sois, j'appelais le téléphone fixe du garage, l'ancienne ligne téléphonique, le signal parfois instable. Mais la voix de Marie et la voix de Pierre à l'autre bout du fil étaient les seules choses qui me gardaient la tête claire. Pierre parlait de ce qui s'était passé à l'école, du chat de Solange qui venait d'avoir des chatons, d'avoir eu une note parfaite en maths parce qu'il utilisait la méthode qu'oncle Julien lui avait apprise. Marie parlait des voitures qu'elle avait réparées, du temps en Auvergne qui changeait avec la saison, du fait qu'elle me manquait sans jamais prononcer les mots à voix haute. Ces courts appels sont devenus la raison pour laquelle je traversais chaque jour. Je marquais chaque jour sur mon calendrier, comptant les jours jusqu'à ce que tout soit réglé, jusqu'à ce que je puisse retourner sur cette route de terre qui menait au petit garage où mon cœur m'attendait. 3 mois se sont écoulés comme un long rêve rempli d'anxiété et d'attente. Marie a compté chaque jour, même si elle ne voulait pas l'admettre. Chaque matin, quand elle se réveillait, elle regardait la route de terre devant le garage et se demandait si aujourd'hui serait le jour de mon retour. Chaque fois qu'elle entendait une voiture passer, son cœur sautait, puis retombait quand ce n'était pas l'escalade noire. Les appels nocturnes sont devenus moins fréquents la dernière semaine, puis ils ont cessé complètement. Marie ne savait pas ce qui s'était passé. Elle ne savait pas si j'étais en sécurité. Elle ne savait pas si je me souvenais encore d'elle et de son fils, ou si j'étais retourné à ma vieille vie et que j'avais oublié le petit village d'Auvergne. Elle se disait qu'elle s'y était préparée, qu'elle savait que je ne reviendrais peut-être pas, qu'elle ne se briserait pas si je disparaissais comme les autres hommes de sa vie, mais au fond, elle savait qu'elle se mentait à elle-même. Le dernier jour du 3e mois, alors que Marie avait presque abandonné l'espoir, un véhicule est apparu sur la route de terre. Pas l'élégante Escalade noire dont elle se souvenait, mais un vieux Ford F-150 vert, aussi ordinaire que n'importe quel camion qu'elle aurait pu réparer. Pierre jouait dans le jardin et n'y a pas prêté beaucoup d'attention au début, jusqu'à ce que le camion s'arrête devant le garage et qu'un homme en descende. Le gamin s'est redressé d'un coup, les yeux grands ouverts, puis a crié si fort que ça a résonné dans toute la vallée. « Maman, c'est oncle Julien! Oncle Julien est de retour! » Marie a couru hors du garage, tenant toujours une clé à molette, son cœur battant à tout rompre. Elle m'a vu et m'a presque pas reconnu. Je ne portais plus de costume cher, pas de chaussures en cuir brillant. Je portais une simple chemise à carreaux, un jean délavé et des bottes usées. Mes cheveux étaient plus longs qu'avant, avec quelques mèches argentées dont elle ne se souvenait pas, mais mes yeux gris étaient les mêmes. Et quand je les regardais, il n'y avait plus la froideur d'un parrain de la mafia, seulement la chaleur d'un homme qui rentre chez lui. Pierre s'est jeté dans mes bras, pleurant et riant en même temps, me demandant encore et encore si j'étais vraiment de retour, si je n'allais plus jamais partir, si je resterais avec lui et maman pour toujours. J'ai soulevé le gamin et je l'ai serré fort, disant que j'étais de retour, que j'avais tenu ma promesse, que je n'allais nulle part maintenant. Puis j'ai posé Pierre et j'ai marché vers Marie. Mais elle a reculé. Marie m'a regardé, ses yeux verts pleins de conflit. Elle voulait courir vers moi, me tenir, pleurer contre mon épaule, me dire combien je lui avais manqué. Mais la peur d'être à nouveau abandonnée la maintenait sur place. Ces 3 derniers mois, elle s'était protégée en reconstruisant le mur autour de son cœur. Et maintenant que j'étais là,
Elle ne savait pas si elle pouvait détruire ce mur à nouveau. Sa voix tremblait alors qu'elle essayait de rester calme. Elle a dit que je ne pouvais pas juste arriver comme ça. 3 mois, Julien. 3 mois sans savoir si vous étiez vivant ou mort. La dernière semaine, vous n'avez pas appelé. J'ai cru que vous nous aviez oubliés. Je m'étais préparé à l'idée que vous ne reviendriez pas. Je ne pouvais pas continuer à ouvrir mon cœur pour être blessé à nouveau. J'en avais assez enduré. J'ai compris. Je savais qu'elle avait peur. Je savais qu'elle avait été trahie trop de fois pour faire confiance facilement. J'ai dû rester dans l'ombre cette dernière semaine, Marie. Si j'avais fait le moindre signal, les hommes de Moretti auraient pu le localiser directement à ce garage, Nervon. Je suis resté silencieux pour vous garder, toi et Pierre, en sécurité. Je ne vous ai jamais oublié, pas une seconde. Je me suis rapproché, sans la brusquer, lui laissant le temps. J'ai expliqué que je n'avais pas appelé la dernière semaine parce que je terminais tout, que je mettais les choses en ordre pour pouvoir quitter Paris pour de bon sans regarder en arrière. Moretti avait été réglé. Chaque menace avait été gérée. J'avais confié l'Empire à Marc. Je n'étais plus un parrain. J'étais juste Julien, un homme avec un vieux camion qui voulait vivre une vie ordinaire aux côtés de la femme qu'il aimait et de l'enfant qu'il considérait comme le sien. Marie a secoué la tête, les larmes ont commencé à couler, même si elle ne le voulait pas. Elle a demandé comment elle était censée savoir que je disais la vérité. Comment elle était censée savoir que quelqu'un d'autre ne viendrait pas me chercher demain. Comment elle était censée savoir que je ne disparaîtrais pas à nouveau. Pierre s'est tenu entre nous, regardant sa mère puis moi. Sentant que quelque chose n'allait pas, il a avancé, a pris la main de sa mère, l'a serré fort et a parlé avec un sérieux qui dépassait de loin celui d'un enfant de 7 ans. Maman, oncle Julien a tenu sa promesse. Il a dit qu'il reviendrait. Et il est revenu. Mon papa, mon ancien papa, est parti et n'est jamais revenu. Mamie est partie et n'est jamais revenue. Mais oncle Julien est différent. Il a promis et il l'a tenu. Tu me dis qu'il faut donner une chance aux gens. Donne-lui une chance, maman. Marie a regardé son fils, un enfant plus vif et plus sensible que son âge. Elle a regardé dans les yeux de Pierre et y a vu la confiance absolue qu'il avait dans moi. A vu l'espoir d'une famille entière qu'il avait tant désiré pendant 7 longues années. Puis elle m'a regardé, dans les yeux gris fixés sur elle avec toute l'honnêteté qu'un homme pouvait offrir. Dans son regard, elle a vu la peur d'être rejetée, la vérité sans phare, l'amour que je portais pour elle et Pierre. Et elle a compris que j'avais peur aussi, que je prenais un risque aussi, que je plaçais mon cœur dans ses mains et que j'espérais qu'elle ne le briserait pas. Marie a laissé échapper un souffle, les larmes coulaient toujours, mais les coins de sa bouche ont commencé à se relever. D'une voix étranglée, elle a dit que si je repartais encore une fois, Paris elle-même et me ramènerait par le col avec une clé à molette. J'ai ri. Le rire le plus éclatant que j'ai eu en 23 ans. Je me suis avancé et je l'ai serrée dans mes bras, la tenant fort comme si je ne la lâcherais jamais. Pierre a poussé un cri de joie et a sauté autour de nous, criant qu'oncle Julien restait, qu'oncle Julien serait son papa maintenant. Marie a pleuré sur mon épaule, mais c'était des larmes de bonheur, de soulagement, d'être enfin autorisé à faire confiance à quelqu'un sans la terreur d'être abandonné. Et je l'ai tenu, j'ai tenu Pierre, j'ai tenu la nouvelle vie que je pensais ne jamais mériter. 1 an après mon retour en Auvergne, le petit garage de Val-Fleury n'avait jamais été aussi animé. La vieille enseigne avait été remplacée par une nouvelle, toujours peinte à la main sur bois, selon la tradition de la famille Porter. Mais l'inscription disait maintenant « Garage Porter et Dubois ». J'ai appris à réparer des voitures avec Marie, et mes mains étaient maintenant calleuses à cause de l'huile de moteur, au lieu de tenir une gâchette. Je ne portais plus de costume cher, je ne marchais plus en chaussures italiennes, je ne donnais plus d'ordre à personne. J'étais juste un mécanicien ordinaire dans un petit village, et cela me rendait plus heureux que je ne l'avais jamais été pendant les 23 années passées comme parrain. Le mariage? Oh, c'était simple.
Une journée de printemps, les champs fleuris, le ciel d'Auvergne d'un bleu parfait, sans un seul nuage. Pas une cérémonie somptueuse, pas des centaines d'invités comme j'aurais pu en avoir si j'avais voulu. Juste une petite cérémonie dans le jardin, avec Solange comme témoin, quelques voisins proches, et Pierre comme petit porteur d'alliance. Marie portait une simple robe blanche que Solange lui avait cousue, ses cheveux dénoués avec quelques fleurs sauvages. Elle était la plus belle chose que j'ai jamais vue. Quand nous avons échangé nos anneaux sous le chêne où reposait le père de Marie, Pierre se tenait entre nous, tenant ma main et celle de sa mère. Au moment où le pasteur nous a déclarés mari et femme, Pierre a crié si fort que tout le jardin l'a entendu. « Papa, maman, on est une famille maintenant. » C'était la première fois que Pierre m'appelait papa. Je me suis agenouillé et j'ai serré le gamin dans mes bras. Et pour la première fois depuis tant d'années, j'ai pleuré. Pas des larmes de douleur ou de perte, mais les larmes d'un homme qui avait enfin trouvé sa place. Aujourd'hui alors, difficile à dire. Parfois, je me demande encore si c'est réel. Si ce Julien-là, ce mécanicien, ce père, est bien le même que l'autre, celui de Paris. C'est bizarre comme la vie vous tord et vous remet d'aplomb quand vous vous y attendez le moins. Est-ce que c'était la meilleure décision de tout laisser? Probablement. Est-ce que j'ai toujours peur de gâcher tout ça? Bien sûr. La confiance, ça se construit et ça se perd dans un clin d'œil. Mais Marie, elle me donne l'impression que je peux apprendre. Que même les vieilles machines rouillées comme moi peuvent retrouver un nouveau souffle. C'est ça la vie, non? Un assemblage de pièces, certaines brisées, d'autres toutes neuves, et sont faits avec ce qu'on a. Et pour l'instant, c'est tout ce que